19 février 1990, il y a 28 ans, le démarrage des activités de la conférence des forces vives de la nation, une page importante de l'histoire de notre pays, s'est ouverte à partir de cet instant aujourd'hui. Les filles et les fils jouissent des acquis de ces assises. BB24, le grand rendez-vous reviendra pour vous, chers amis, sur les grands moments et surtout leurs retombées sur l'économie du pays. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver pour cette semaine, tous les soirs à partir de 19 h. On parle le grand rendez-vous. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans le menu aujourd'hui? Nous parlons avec le professeur agrégé d'économie, M. Albert Ronlancourt. Nous allons parler des retombées économiques de la nationalisation des entreprises. Ça va se faire donc avec Agnès Belot. Autre sujet à décortiquer, vous le savez, depuis quelque temps, on parle des affrontements entre éleveurs et producteurs avec à la trousse des morts et des blessés. Les derniers cas ont été enregistrés à Bonou dans la commune de Louémé. Existe-t-il, on se pose la question, existe-t-il un code pastoral qui réglemente la transhumance au Bénin? On en parle avec le juriste Kokou Ogbeweton. Le monde agricole, ce lundi, a décidé de vous entretenir sur la problématique de la gestion de l'eau, une équation difficile à résoudre pour bon nombre d'acteurs agricoles. De la gestion de l'eau à la gestion des huiles de vidange, le fossé n'est pas grand. Dans Nature et Bien-être avec Amandine Anambossou, on recevra un garagiste qui nous dira un peu comment ça se fait après donc les huiles de vidange recueillies des motos et des voitures. Vous le savez, chers amis, le grand rendez-vous, c'est aussi des informations sur la toile. Nous aurons nos collègues de la rédaction web et puis pas de grand rendez-vous sans le 19h45 avec Nadège Soni. Nadège Soni, bonsoir. Bonsoir Karamata Agbataou. Avec vous donc la synthèse du 19h45, on y va. Bien sûr, Karamat, dans cette édition du soir, nous proposons à nos téléspectateurs un rappel historique de la conférence nationale tenue il y a 28 ans, aujourd'hui 19 février, à l'hôtel PLM à Lédio de Cotonou. Également, dans cette édition, nous vous proposons les conseils de spécialistes en énergie sur les bons gestes à observer pour réduire les factures d'électricité en utilisant les climatiseurs. Pour finir, on parlera de cette culture qui tend à disparaître sur les étalages des bonnes dames au marché. Il s'agit du goussi. Voilà donc, Karamat, le résumé du journal à 19h45. On vous retrouve donc dans moins de 45 minutes désormais pour les détails. Voilà. Si vous venez à l'instant même de nous rejoindre, installez-vous, ça vient à peine de démarrer. Et le tout premier panel aujourd'hui, c'est Autant savoir. Je le disais tantôt, il y a de cela 28 ans aujourd'hui que le Bénin organisait la conférence des forces vives de la nation, une portée considérable sur l'avenir du pays. 10 jours de débat sur les questions liées au développement de la nation. Je vous invite à visionner cet extrait d'un documentaire sur la gestion des entreprises d'État d'hier à aujourd'hui. C'est un documentaire réalisé par Armel Dossoukago. On revient sur le plateau pour en débattre. En avant, nous sommes engagés. En avant, nous sommes... Ce changement d'orientation politique a modifié les données économiques. Le marxisme-léninisme entraîne la nationalisation des entreprises privées devenues sociétés d'État. De 1974 à 1990 à peu près, l'option du gouvernement a été la prise en charge des secteurs vitaux de l'économie. Donc, toutes les grandes entreprises ont été nationalisées. C'était des entreprises essentiellement aux mains des privés non béninois qui ont été nationalisées et la gestion a été confiée à des cadres dahoméens devenus béninois à partir de 1975.
le principe de gestion a été 1. De produire en quantité et en qualité. 2. De mettre les produits à la disposition de la population à un prix raisonnable. Donc le principe de la recherche illimitée de profit n'était pas cardinal. D'une manière générale, la gestion a été saine. À titre d'exemple, la SBE assumait la couverture de l'énergie, de l'eau, sans rupture. À titre d'exemple aussi, la Sonacop distribuait le carburant à un prix pratiquement dérisoire sur toute l'étendue du territoire national. Et pourtant, tout n'était pas reluisant. Disons que dans un premier temps, ça allait bien, malgré la faible capitalisation de ces entreprises-là et la faiblesse en matière d'expérience des cadres qui étaient chargés de les diriger, puisque les cadres à même de les diriger n'étaient pas très nombreux à l'époque. Donc, les jeunes étudiants qui sortaient en sciences économiques, en gestion de l'économie publique, étaient nommés à des postes de directeurs financiers pour suppléer aux besoins et en ressources humaines de ces entreprises-là. L'un des critères pour choisir ceux qui allaient diriger, ce n'était plus forcément la compétence, c'était plutôt ce qu'on appelait le militantisme révolutionnaire. Et le militantisme révolutionnaire étant un critère de base, je ne sais pas s'il concourait forcément à faire des dirigeants ou des patrons d'entreprise totalement compétents, ou s'il favorisait plus ou moins une sorte de clientélisme. À mon avis, il y a eu un peu de tout ça. Voilà, c'était donc, on rappelle un extrait donc, de ce documentaire sur la nationalisation ou la gestion des entreprises d'État d'hier à aujourd'hui. Merci à Armel Dossoukago. Et nous avons sur ce plateau le professeur Albert Roloncourt. Professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BB24. Je vais vous demander de parler un peu plus fort pour permettre aux amis téléspectateurs de vous suivre et d'avoir les informations qu'il faut et de vivre pour les uns et de revivre pour les autres les souvenirs donc, de la nationalisation des entreprises. Et pour vous accompagner dans ce temps d'échange, Agnès Bello, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Ouettaoui, bonsoir à vous également, mesdames et messieurs, qui nous recevez chez vous. Alors, on parle aujourd'hui donc de la nationalisation des entreprises et de leur retombée sur l'économie du pays. Justement, Karamata Ouettaoui, nous allons d'abord parler de ce que cette nationalisation qui a été faite à l'époque révolutionnaire a apporté à l'économie et voir si aujourd'hui on peut encore revenir à la nationalisation et qu'est-ce que cela pourrait amener comme impact sur l'économie avec le professeur Albert Roloncourt. Bonsoir professeur. Bonsoir Agnès. D'accord, il faut déjà dire que l'élément témoin a essayé d'expliquer déjà c'est quoi la nationalisation des entreprises, mais en termes plus clairs et plus explicites aux téléspectateurs qui nous suivent, comment définirez-vous la nationalisation? Bon, la nationalisation, c'est relatif à la propriété d'une entreprise, qui possède l'entreprise. Maintenant, il y a des entreprises qui étaient possédées par le privé et maintenant l'État dit je les renverse dans mon patrimoine en dédommageant les privés et en disant que l'entreprise devient mienne. C'est ce que l'État fait en général. C'est ça qu'on appelle la nationalisation. Oui, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement injecter de l'argent, racheter les parts, mais c'est parfois aussi diriger justement ces entreprises-là. Oui, absolument. Mais si vous prenez l'entreprise, vous dirigez l'entreprise, bien sûr. Oui. Et pour diriger ça, il faut des fonctionnaires, il faut des agents de l'État pour diriger ces entreprises-là. Justement, il faut revenir à cette époque. Comme le dit Karamat, nous allons faire vivre à ceux qui ne l'ont pas connu cette période. Comment, justement, s'est faite cette nationalisation sous la période révolutionnaire? Bon, sous la période révolutionnaire, il faut dire que cela était guidé par l'idéologie, parce qu'on était on était dans le socialisme. Et puis, l'idée, c'est que les capitalistes ou les entrepreneurs privés étaient des exploiteurs. Des escrocs, comme on le disait à l'époque. C'était des agents de l'impérialisme et que
les entreprises qu'ils avaient, non seulement ils vendaient les produits chers aux clients, mais ils ont des profits qu'ils rapatriaient et qui ne servaient pas au développement du pays. Pour cela, il fallait que l'État prenne ces entreprises en main. Et je crois que c'est dans ce mouvement que l'État a essayé de nationaliser ce qu'ils ont appelé les entreprises des secteurs vitaux de l'économie. D'accord. Nationalisation, entreprise des secteurs vitaux de l'économie. Vous faites bien de parler de secteurs vitaux parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est dans l'intérêt du peuple que l'État s'ingère dans ces sociétés-là qui sont du moins ça, à des secteurs clés du développement du pays. Quel est votre avis sur ce sujet? En fait, l'idée de base n'est pas mauvaise parce que ce que l'État essaie de faire généralement, c'est de rechercher ce qu'on appelle l'intérêt général. Et on dit ce qui appartient au privé, et ces privés, pour la plupart, étaient des étrangers. À partir de ce moment, l'État dit, si je ne nationalise pas les entreprises et je les laisse au privé, c'est que les privés vont vendre les produits moins chers, dégager des profits. Ces profits-là ne vont pas servir au développement du pays, mais seront rapatriés. Et à partir de ce, en les nationalisant, s'il y a profit, je les garde, ou si je ne veux pas avoir de profit, j'essaie de fixer des prix qui sont à la mesure des coûts. Et à la rigueur même, je peux subventionner si je vois que c'est un service essentiel dont la population a besoin. Et dans ce cas, l'État dit, si je nationalise les entreprises, là, je les récupère moi-même et je les gère. D'accord. Donc, je pense que le plus important, ce qu'il faut retenir dans le processus de nationalisation, c'est qu'avec ces entreprises d'État, l'État lui-même décide du prix de revient de ces produits-là aux citoyens lambda. Il essaie de ne pas faire trop de marge de bénéfices pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces services-là. L'idée première, c'est bien ça. On peut rappeler certaines sociétés sur ce plateau. On peut parler de la Sobebra, par exemple. On peut parler de la Copé, justement, de la Sonacop et tout. Oui. Et il paraît qu'à l'époque, on avait le courant de façon continue. Oui. D'accord. Mais il faut dire, en ce temps-là, il faut parler de la population et de l'urbanisation aussi, qui sont ceux qui sont ceux qui avaient le... C'était beaucoup plus facile alors. Donc il y avait une certaine discrimination. Moi, ce que je voudrais savoir, si vous permettez, Anati Bello, c'est que est-ce que cette nationalisation-là garantissait la qualité des produits qu'on mettait à la disposition des populations? On a entendu un intervenant dans le documentaire le dire, dans l'extrait. Oui, quand vous parlez de garantie, vous êtes là dans la durabilité. Mais est-ce que dans le court terme, ça a eu des résultats? Oui, ça a eu des résultats. Il y a beaucoup d'emplois qui étaient créés. Quand les gens sortaient de l'école, systématiquement, ils étaient recrutés. Donc, il y avait l'emploi, il y avait la production. Et puis, il y avait un certain nombre de facteurs externes aussi qui ont influencé cette réussite. À savoir, c'est la période du boom pétrolier au Nigeria, avec la hausse des prix, etc. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui a favorisé ça. Et c'est pendant cette période-là qu'on a eu les taux de croissance les plus élevés. Ah oui, maintenant, le gros problème qu'on avait, c'est effectivement, ce sont les hommes qui gèrent et toute la politisation qui accompagne ça. Et du fait que les entreprises publiques soient considérées comme des ressources communes, si je ne prends pas et on m'enlève, d'autres personnes vont prendre. Oui. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que ces entreprises ont été mal gérées. Et déjà, dans les années 80, on a commencé par avoir des problèmes. Alors, professeur, il faut déjà dire que dans mes recherches, moi, je me suis rendu compte que les plus grandes puissances, d'accord, ceux qui appartiennent au G20, par exemple, sont passés par une forme de nationalisation. Et aujourd'hui, ces pays sont partis des grandes puissances. Et pourtant, dans la sous-région, il y a certains pays autres que nous qui avions essayé la nationalisation. À la fin, on s'est retrouvé à presque rien. Le pays a dû se relever encore de toute cette période-là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas véritablement marché? Non, c'est simplement le problème de gestion. Dans ces grands pays où la démocratie a évolué, le système de gouvernance a évolué aussi, il y a moins de facteurs et moins de pesanteurs qui faisait que ces entreprises-là marchaient, alors que chez nous, on avait beaucoup plus de pesanteurs. Les DG... Vous voulez parler du militantisme? Oui, les DG, oui, exactement, comme l'élément l'énonçait tout à l'heure, à savoir que les entreprises étaient confiées à des militants qui n'avaient pas l'expérience nécessaire. Et non seulement ceux qui les nommaient s'attendaient à des retours, mais en même temps aussi ceux qu'on a nommés disent, bon, ces entreprises
Étant donné que ça appartient à l'État, ça nous appartient à nous tous. Ce qui appartient à tout le monde n'appartient finalement à personne. Et c'est celui qui peut courir pour ramasser le plus, c'est lui qui était favorisé. Donc à partir de ce moment, les DG aussi n'avaient pas joué le jeu pour gérer de façon plus efficace. D'accord. Mais il faut quand même dire que la nationalisation remet en cause ce principe qui est très cher aux économistes, la neutralité du gouvernement dans l'économie. Vous, votre avis sur ça? Non, il faut dire que quand l'État, on avait eu la naissance des jeunes États dans les années 60, les gens pensaient que le grand rôle devait être joué par l'État parce qu'il n'y avait pas une économie, il n'y avait pas de structure. Et puis, en plus, les entreprises qui fonctionnaient, que ce soit dans le domaine du coton ou dans le domaine de carburant, c'était des sociétés étrangères. Oui. Donc, à partir de ce moment, l'État dit, bon, si je récupère tout ça et je les gère, ça va mieux profiter aux nationaux. Et puis, la science économique n'avait pas beaucoup évolué en ce temps aussi, où on pensait que tout ce qui était comme des monopoles naturels, c'est-à-dire plus vous avez de consommateurs, plus le coût diminue, que ça devait revenir à l'État. C'est tout récemment que la science économique s'est développée pour dire on n'a pas besoin de gérer les services essentiels et de faire gérer les services essentiels par l'État et qu'on peut les faire gérer par le privé, par des mécanismes de régulation appropriés. Justement, vous le dites si bien, les sciences économiques ont beaucoup évolué et aujourd'hui, on trouve beaucoup de limites justement à la nationalisation. On dit par exemple que la caractéristique importante des économies à croissance élevée, c'est que l'intervention du gouvernement est limitée. Dans le secteur de l'économie. Et qu'en est-il de la nationalisation au niveau des travailleurs? Pour beaucoup, la nationalisation est antidémocratique, elle est anti-travailleur, elle est anti-consommateur. Quel est votre avis sur ça? Non, a priori, ce n'est pas anti-travailleur. Parce que quand on parle du court terme, et que vous pouvez recruter le nombre de gens que vous voulez, mais à moyen ou long terme, c'est que l'entreprise va disparaître. Et si l'entreprise disparaît... En termes de qualité des ressources humaines, vous pensez qu'avec... Non, parce que c'est pour l'État, si le recrutement est politique, il y a un certain nombre de pesanteurs qui jouent. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas toujours la qualité du personnel requise. Alors que si c'est l'État, si c'est le privé, lui, il cherche l'efficacité. Donc à partir de là, même le personnel doit être compétent, il doit gérer de façon parcimonieuse. Et à partir de ce moment, on a moins d'emplois, mais on a d'efficacité. D'accord. Ouais. Donc, nous nous acheminons très très lentement vers la fin de cette rubrique, mais déjà moi, ce que je retiens, c'est que la nationalisation en elle-même ne pose pas problème, c'est la façon dont elle a été conduite qui pourrait peut-être être remise en cause. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, à l'heure actuelle, parce que quand on parle de privatisation, on sent que tout le monde est craintif, est-ce que le peuple est resté focalisé sur cette nationalisation-là? Oui, parce que ceux qui ont profité de la nationalisation et qui ont vu que les prix étaient plus faibles, etc., ils pensent que c'est la meilleure formule. Mais ils ne voient pas ce qui s'est passé dans le moyen ou le long terme, où ces entreprises-là, à cause des comportements des hommes, qui considèrent ces entreprises-là comme des ressources communes, n'ont pas mis l'efficacité dans la gestion. Et à partir de ce moment, ça a posé problème. Si moi j'ai des conseils à donner, pour cette période, il ne faut plus courir vers la nationalisation. Il ne faut plus courir vers la nationalisation. Même si on dit qu'un secteur n'est pas bien connu, est risqué, on crée une agence ou bien on crée une société publique, à moyen terme, il faut chercher à privatiser ces entreprises pour pouvoir les donner. On aura l'occasion de vous réavoir peut-être sur ce plateau pour pouvoir parler de privatisation, mais déjà j'annonce aux téléspectateurs que c'est toute une série et demain et après-demain, nous allons parler justement de comment le Bénin a évolué depuis l'époque de la Révolution jusqu'à nos jours. Donc demain, nous allons parler du libéralisme économique et sur ce plateau, nous allons encore recevoir un économiste pour débattre de l'opportunité de cette nouvelle façon de gérer l'économie. Karamata Boatao, merci à vous. Merci beaucoup Agnès Bello. Et il faut rappeler que nous sommes un pays qui aspire toujours au développement durable. Donc on verra demain avec l'invité qui sera ici, si probablement M. Albert Onlonko est disponible. Il reviendra nous parler donc du libéralisme économique. Est-ce une option pour le développement durable? Merci beaucoup pour ce temps d'échange. On aura retenu beaucoup de choses avec vous. Agnès Bello, merci aussi à vous. Alors, chers amis, c'est la fin de ce premier plateau. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir et ce qui va suivre, c'est bel et bien l'espère. Et aujourd'hui, on parle de la transhumance.
Le phénomène de la transhumance encore sur le tapis avec des cas de violence entre les éleveurs et les producteurs. Ces éleveurs qui habituellement viennent de diverses contrées du Niger et qui transitent par le Bénin juste pour alimenter leur pâturage, leurs bœufs. Alors on va parler d'une loi. Est-ce qu'il y a des dispositions qui existent et qui réglementent un peu le secteur? On ira dans le vif du sujet tout à l'heure avec le juriste Kokou Gbewetou. Monsieur Gbewetou, bonsoir. Bonjour. Alors ça fait plaisir, comme nous sommes à 19h passé, c'est bonsoir. Encore que le bonjour, il peut bel et bien passer. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Donc le bonjour, il est admis. Bonjour, bonsoir donc. Bonsoir. Comment vous portez-vous? Ça va. Alors dites-nous, comment est-ce que vous déjà, en tant que juriste, vous expliquez le phénomène de la transhumance avant d'en venir à la loi? Bon, en tant que personne, en tant que vivant dans la société, il est évident que les scènes que nous vivons, que nous voyons à travers la télé ce jour-là, ne sont pas de nature à encourager, parce qu'il y a souvent des pertes en vie humaine. On en a connu récemment, hein, on en a connu récemment à Bonou, on a vu des blessés, on a vu des... Et on a eu même tout récemment encore à Tangueta. Ah oui? Oui, il y a quelques jours. Je crois hier ou avant-hier, il y en a eu encore là-bas. Et c'est souvent des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ce n'est pas un phénomène bon à voir. Et c'est un phénomène cyclique en tout cas. Oui, c'est cyclique puisqu'il ne se passe pas sur toute la période de l'année. Oui, c'est un phénomène cyclique, tout simplement parce que c'est lié aux périodes où les bêtes pourraient paître. Donc, parfois, il y a des moments de soudure où les bêtes ne trouvent pas de l'autre côté de la frontière. Donc, les éleveurs sont obligés de les déplacer. Encore que quand on prend, oui, il n'y a pas de délimitation vraiment. Si. Il y en a? Il y en a. Alors? Il y en a. En principe, il y en a. Parce que au moment où... Moi, j'ai connu un peu plus le phénomène. J'ai été proche du phénomène au moment où j'ai été coordonnateur du plan foncier rural dans le département de la Liborie. C'était dans le programme de MCA Bénin. Donc, mes fonctions couvraient tous les départements. Et ce qui a fait que j'ai été souvent interpellé lorsqu'il y a des troubles. Et j'ai fini par comprendre que le phénomène agriculteur-éleveur, souvent, ils ne sont pas en odeur de sainteté. Bon. Et j'ai cherché à comprendre quand même, à travers les agents du CARDER, s'il n'y avait pas de dispositions matérielles, des dispositions physiques. Ils m'ont dit qu'ils ont des couloirs de passage. Et ces couloirs sont-ils délimités? Est-ce que ces couloirs sont connus par les acteurs eux-mêmes, à commencer par les transhumants? Le problème, c'est que ces couloirs ne sont pas toujours connus. Mais ces couloirs existent et étaient même matérialisés par des peintures sur les arbres. Des peintures sur les arbres? Des peintures sur les arbres. Moi, je ne suis pas agronome, je ne suis pas ingénieur agronome, mais... Et vous n'êtes pas forestier non plus? Je ne suis pas forestier non plus, mais ce que je sais, à un moment donné, nous avons eu des séances ensemble où les responsables de CARDER nous ont expliqué. Bon, on a travaillé aussi avec des associations d'agriculteurs ou des associations d'éleveurs. Bon, ils nous ont expliqué que, voilà, certains savent qu'il y a des couloirs, mais ils disent que les bêtes ne sont pas des hommes et que parfois les bêtes peuvent déborder. Donc c'est ça. Ils ont beau connaître eux-mêmes en tant qu'humains, mais les bêtes, ils peuvent... On ne peut pas les canaliser, donc il arrive que ces bêtes sortent de ces couloirs-là. Et c'est ce qui donne lieu donc à ces affrontements-là, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, des bilans, des cas de mort, de blessés graves. Alors, parlez-nous de la loi, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent beaucoup dans ce sens-là, des ONG. Alors, dites-nous comment est-ce que la loi a pu... C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal. Nous avons un cadre légal de ces questions-là, de veine pâturage. Bon, nous avons une ancienne loi
La loi de 87, cette loi date de 87, c'est une loi obsolète. Donc c'est la loi 87-013 du 21 septembre 87 qui porte sur la réglementation de la vente de pâture. Bon, nous avons aussi le code foncier. Le code foncier épidomanial, elle est plus récente, elle date de 2013. Bon, ce sont ces deux textes quand même, il y en a d'autres, mais ces deux textes fondamentalement, disons, régissent les activités de pâturage au Bénin. Mais est-ce que ces lois-là, leur mise en application est vraiment effective? Bon, c'est le problème d'effectivité qui se pose parce que vous comprendrez que dans cette loi, bien, disons ça, dans cette disposition, il est prévu les questions de responsabilité. Bon, parce que souvent, ceux qui conduisent ces bêtes n'en sont pas les propriétaires. Bon, donc, il y a souvent les questions de responsabilité, responsabilité civile, et puis il y a les questions de peine aussi, les questions de peine, qui est responsable des dégâts que ces bêtes auraient causés. Et je vous disais tantôt qu'il y a le problème de cette loi qu'il faut revoir parce que ça fait un bout de temps, depuis 1987, les espaces, disons, sont beaucoup plus occupés et puis le temps a évolué. Donc, d'où la nécessité de revoir, disons, ces textes. Alors, et ces textes ont été revus, donc cette disposition a été revue et qui donne lieu désormais à une nouvelle disposition. Oui, c'est-à-dire avant d'aller dans la nouvelle disposition qui est en train de prendre, c'est qu'à un moment donné, il y a l'association nationale qu'on appelle la NOPER, l'association nationale des organisations professionnelles des éleveurs, dont Aladji Tijani est président, qui a initié un voyage d'échange dans les autres pays pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et en novembre, il y a eu même 2 députés qui faisaient partie de la délégation. Moi, j'étais le juriste de l'équipe. Donc, il y avait le député Gaston. Vous avez tous ces membres-là ont travaillé ensemble à la mise en place de ce... Tout ce monde a travaillé d'abord à voir ce qui se passe ailleurs. Donc, nous nous sommes déplacés, nous avons fait un voyage d'échange, d'expérience. Nous sommes allés à Niamey, nous sommes allés à plusieurs pays, mais à Niamey, on est resté un peu plus. Nous avons rencontré les associations d'éleveurs. Bon, l'un des responsables du réseau, c'est le réseau Bilital Morobé du Niger, qui nous a expliqué comment eux ils font pour qu'on n'enregistre pas autant de dégâts ou bien autant d'affrontements dans leur pays, affrontements agriculteurs et éleveurs. Et nous sommes maintenant allés vers les cadres techniques qui nous ont sorti leur code rural et nous avons étudié, nous avons, disons, épluché ce code puisque c'était en prélude soit à une proposition de loi ou à un projet de loi par rapport à la transhumance. Nous, on ne savait pas encore quelle orientation le nouveau texte allait prendre. Bon, donc quand on est revenu, que nous avons fait le compte rendu, nous avons fait le rapport de tout ça, nous avons tout déposé, acquis de droit. Et que contient cette loi-là, dites-nous? Qu'est-ce qu'elle contient? Elle dit quoi concrètement, cette loi? Non, avant de parler de la vulgarisation. Voilà. Non, cette loi comporte beaucoup de dispositions qu'on nous saurait dire tout de suite, mais cette loi quand même a pu définir ce que c'est que, par exemple, la transhumance ou la veine pâturage. C'est-à-dire que, en gros, je crois que c'est l'article 2 de l'ancienne loi là, qui a défini ce que c'est que la veine pâturage. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la possibilité que l'éleveur a fait passer, disons, ces bêtes sur un territoire qui n'est pas clôturé. D'accord? Alors, puisque vous êtes allé à l'école d'autres pays comme le Niger, est-ce que cette disposition qui prend encore tout doucement au Bénin, permettra donc d'éviter les déviances, les dérapages entre agriculteurs et éleveurs? Bon, ça pourrait, parce que ce que le président de leur association des éleveurs nous a expliqué, c'est qu'ils ont des réseaux d'éleveurs avec ramification jusqu'à la base. Bon, et il nous a dit que le premier impact que cela a, c'est qu'il y a, disons, la transmission des informations.
Parce qu'il faut la sensibilisation, il faut l'information. Parce qu'à la base, il faut déjà dire qu'il y a déjà ce manque-là. Voilà, donc il faut que, bon, peut-être au Bénin, certainement la nouvelle loi qui est en gestation va prévoir cela. C'est-à-dire qu'il faut un plan de vulgarisation, carrément, jusqu'à la base pour permettre de passer les informations. Parce qu'il y a aussi que... Parce qu'il y a parfois, les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas... Bon, les gens ne sont pas informés et la plupart des gens accusent donc les éleveurs, puis ce sont eux qui sont les autres, n'est-ce pas? Ce sont eux qui viennent sur le territoire des autres. Et il se fait que les éleveurs aussi sont dans l'ignorance de ce qu'ils ont cultivé sur le couloir même défini pour ces bêtes-là. Ouais. Ils cultivent là-dessus et puis voilà, après, ceux qui viennent avec leurs bêtes ne savent pas vraiment où prendre. C'est ça. Avec, et puis, non, ça dit que il y a souvent question de défaut d'information et de surveillance des frontières. Parce que les bêtes viennent aussi des autres pays. Voilà. Ils nous ont expliqué qu'il y a des saisons où les bêtes peuvent quitter le Sénégal, peuvent quitter d'autres même pays plus lointains. Sénégal? Pour passer par le Bénin? Je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que... possible, donc s'ils le disent. Que... Bon. Or, pour passer d'un territoire à un autre territoire, il faut qu'il y ait un dispositif. Il faut qu'il y ait un dispositif. Si, par exemple, l'association a des ramifications jusqu'à la base, l'association doit veiller à ce que la période à laquelle les bêtes doivent traverser la frontière, que ces associations soient informées, qu'ils leur donnent des indications. Il faut déjà même prévoir l'entrée des taxes. Et je crois que ça existe. Ça existe, ces petites taxes-là au niveau des frontières. Mais c'est qu'il faut que les gens sachent, il faut que ceux qui sont de ce côté sachent qu'à telle période, il y aura le passage des bêtes venant de... pour pouvoir leur dire, bon, désormais, voilà ce qui est prévu. Et habituellement, c'est quoi cette période-là? Parce que les agriculteurs aussi sont dans l'ignorance. Oui. Le texte dit par exemple que c'est après la récolte. Le texte, l'article 2 là, dit que bon, c'est le passage des animaux après la récolte. Maintenant, est-ce que c'est souvent après la récolte? Parfois, c'est en pleine récolte, encore qu'il y a des agriculteurs qui font la production aujourd'hui à contre-saison, c'est-à-dire qu'après même la récolte officielle, ils ont la maîtrise de l'eau, ils continuent, c'est-à-dire ils produisent sur toute l'année. Donc, je crois que... La culture de contre-saison, et puis, on ne sait pas, c'est en pleine, disons... en pleine année ou bien en pleine période de culture que ces animaux passent et dévastent de tout. Et c'est ça qui crée la fragmentation. Ça dit qu'il faut mettre un point final ou arrêter cette culture tout doucement on est en train de promouvoir, c'est-à-dire la culture de contre-saison qui appelle les agriculteurs à produire tout le temps, même à contre-saison. On ne peut pas demander aux gens d'arrêter de faire de la culture, on en a besoin pour manger, pour la sécurité alimentaire. Moi, je pense que ce qu'il faut plutôt prévoir, c'est l'effectivité des couloirs de passage. Leur effectivité. Leur effectivité, le couloir de passage. C'est ça qu'il faut, parce que si on connaît le couloir de passage et qu'un agriculteur allait faire sa culture sur ce couloir de passage, là, il n'est plus en droit de revendiquer quoi que ce soit parce qu'il aurait extrapolé l'espace sur lequel il devait faire sa culture. Encore qu'ils auraient déjà commis les dégâts avant que l'autorité ne vienne sur les lieux. Parce que là, si on prévoit un couloir de passage que quelqu'un va faire de la culture là-dessus, bon, lui-même l'aura choisi. D'accord. Alors, dites-nous, quelles pourraient être éventuellement, donc, au regard de tout ce que vous avez dit, les insuffisances que pourrait avoir cette loi-là, cette nouvelle disposition pour le je sais que, je suppose, ou bien j'espère bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois le 13 février dernier, il y a eu un atelier parlementaire. Bon, sur la question, puisqu'il y a eu une proposition de loi, je crois qu'il y a une proposition de loi par 2 députés, je crois que ça doit être l'honorable Rouleté et puis Bien, qui ont initié une proposition de loi sur la question. Et en février dernier, il y a eu un atelier là-dessus. Bon, en faisant quelques recherches, c'est un document assez complet, puisque ça contient près de 103 articles, répartis en plusieurs titres. Je crois que c'est réparti à 9 titres. Donc, si c'est si détaillé, certainement, ils auraient pris expérience de ce qui s'est passé depuis 1987
où l'autre loi existait, la loi obsolète là, jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, au regard de la loi, la transhumance au Bénin, qu'est-ce que vous avez à dire pour mettre un point final donc, à cet entretien? Bon, moi, vivement cette loi et vivement l'effectivité de cette loi. Parce qu'une chose est de diriger un texte, mais une chose est de veiller de l'appliquer. Déjà de la faire connaître par les acteurs eux-mêmes. L'applicabilité commence aussi déjà par la faire connaître, parce que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais si la loi existe et que son application devait autant vulgariser, autant faire connaître à ceux à qui cette loi doit être appliquée, plutôt que d'attendre que les dégâts arrivent pour dire bon, voilà, chose là. Je crois que mon avis est clair, très clair là-dessus. La loi, d'accord, mais il faut vulgariser cette loi-là. Et pour la vulgariser, il faut vraiment aller à la base, puisque quand on dit producteur, quand on dit éleveur, ce sont les acteurs du développement, les acteurs qui sont vraiment à la base, les acteurs, les agriculteurs et j'allais dire les autorités communales, donc sont donc invités, locales. Voilà, locales sont invités vraiment à travailler beaucoup dans ce sens-là, à avoir des séances de sensibilisation avec leurs élus pour éviter ces cas de dérapage qu'on assiste avec des cas de mort entre éleveurs et producteurs. C'était donc la transhumance au Bénin au regard de la loi qui recevait aujourd'hui M. Kokou Gbewetou. Il est juriste. Merci beaucoup M. Gbewetou d'être passé par ici sur BB24. Nous parlons toujours développement et il n'y a pas de développement sans agriculture. Encore que c'est la base du développement au Bénin. Merci beaucoup. Merci, on va vous raccompagner avec ceci. C'est le troisième plateau, mais il est très court puisqu'il fait la transition entre la première partie de l'émission et la seconde partie avant le journal. Bien sûr, tout à l'heure, on va retrouver Nadège Soni pour le 1945, les détails. Alors aujourd'hui, Adonis Bon, bonsoir. Bonsoir Karamat. Comment vous portez-vous? La pleine forme pour cette semaine. Oui, on parle aujourd'hui, c'est la conférence, hein, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Mais il y a 28 ans, il y a 28 ans, oui. Les forces vives du Bénin étaient en conférence, au PLM à Ledjo, comme le dirait dans une, je vais faire une digression, papa lave maman, à Ledjo de Cotonou. Pendant 10 jours, du 19 au 28 février, les représentants des différentes sensibilités de la nation... Et là, on a attaqué en même temps, hein, ça commence comme ça avec ActuWeb. Pendant 10 jours, du 19 au 28 février, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il y avait 28 ans, les représentants des différentes sensibilités de la nation vont écrire une nouvelle histoire du pays qui était alors dirigée par Mathieu Kérékou. L'ORTB vous propose durant ces 10 jours, à travers le site web, à travers la radio, la télévision, de revivre ces bons moments. La télévision en deux, il y a la une, il y a BB24. Il faut préciser toujours, c'est important. La une et puis BB24. Voilà. Donc, connectez-vous sur le www.ortb.bj pour replonger dans l'histoire il y a 28 ans. N'est-ce pas? Alors, Wikipédia qui met fin au programme Wikipédia 0. Ça permettrait au pays de faire quoi concrètement? Quelques 800 millions de personnes à travers 12 pays du monde avaient bénéficié du programme Wikipédia 0 depuis sa création. Mais en 2018, Wikipédia, la plateforme libre qui nous permet d'avoir des informations sur des personnes ou bien sur des sujets divers, décide d'y mettre un thème. La Wikimedia Foundation a annoncé dans un post de blog ce vendredi 16 que son programme Wikipédia s'arrêtera à la fin de cette année. Il avait été créé en 2012, qui permettait de fournir un accès gratuit à Wikipédia depuis un smartphone sans que les données ne soient décomptées. C'est-à-dire que quand vous allez sur Wikipédia, ça ne prenait pas des forfaits, c'était libre. Mais comme, suite à certaines remarques de la Fondation, que le programme n'avait pas connu depuis 2016, de nouvelles avancées n'avaient plus connu d'engouement, ils ont décidé de mettre fin à cela à la fin de l'année. Cela serait pour être dû en partie à la rapidité à laquelle l'industrie mobile évolue ainsi qu'au changement des coûts de la data mobile. C'est juste les raisons pour lesquelles ils ont évoqué pour pouvoir mettre fin au programme. Et le troisième point retenu aujourd'hui, c'est pour ceux-là qui sont vraiment fans du Snapchat. J'avoue que je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais joué à ça. Bon, je ne sais pas si je me retrouve dans quelle catégorie, je ne sais rien du tout. Mais Snapchat, ce n'est pas vraiment moi. Alors, un nouveau design de Snapchat. Oui, mardi dernier, Snapchat a lancé sa mise à jour
avec de nouvelles fonctionnalités. C'est clair. Mais cette métamorphose n'est pas du goût de certains utilisateurs. Et pourquoi donc? Qui ont lancé une pétition. Depuis ce mardi 13, ceux qui ont effectué la dernière mise à jour de Snapchat ont découvert un nouveau design de l'application vedette des millénaires. Mais il semblerait que ce changement de look assez radical testé par certains utilisateurs. Et pourquoi? Moi, oui, je suis curieuse de savoir pourquoi. Oui. Avant, dans l'application, il y avait 4 sections bien distinctes. Vous avez les snaps échangés avec vos amis, l'appareil photo, la partie story, qui contenait le story de vos amis, et enfin la partie Discover. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils dans la nouvelle mise à jour, application déroulante, tout a été regroupé en une seule fois, de telle façon à ce qu'il n'est plus possible d'avoir ces 4 sections-là. Mais en fond, ça n'a pas changé, c'est juste qu'ils ont regroupé, les fichiers et ils les ont mis dans un dossier. En fait, vous étiez habitué déjà à avoir les choses en appuyant sur A, vous avez déjà A. Mais c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont mis maintenant en avant les personnalités avec leurs stories. Donc, les stories de vos amis ne sont plus aussi visibles comme avant. Et donc, c'est ce qui les a amenés donc, à vouloir signer une pétition. Ils ont lancé une pétition qui a recueilli il y a près de 700 000. Et dans tout ça, vous êtes dans quel registre? Vous êtes avec moi ou avec ceux-là qui signent cette pétition? Je ne suis pas un très fan de Snapchat, mais je l'utilise dans le cadre de mes attributs. Ce qui fait que je suis un fan un peu modéré de Snapchat. Je signerai aussi la pétition parce que c'est beaucoup compliqué. Mais et la signature se fait personnel. Oui. Ça, c'est personnel. Je signerai la pétition. Mais d'un point de vue professionnel, je ne signerai parce que ça permet d'atteindre beaucoup plus de cibles. Alors, est-ce que vous avez déjà signé? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Puisqu'elle se fait, je crois bien, sur le net. Hein? Oui. On va signer Change.org. Change.org. Oui. Ok, d'accord. Alors, si vous êtes amoureux de Snapchat, je sais, j'ai des collègues ici qui sont vraiment des fans férus de cette application. Par rapport à cela, j'ai recueilli 2 commentaires. Allez-y, le premier partagez-les avec nous. Prince Cherendio. Les développeurs de Snapchat, ils n'ont pas l'air bien de comprendre que le concept de mise à jour est censé améliorer l'application, pas de le détériorer. Plus ça avance, plus ils enlèvent les bonnes choses. Plus ça avance. Plus ils avancent dans le temps, plus ils enlèvent les bonnes choses. D'accord. On va laisser Snapchat et parler rapidement du Mali. Oui. Ou le deuxième commentaire. Oui. Avec cette nouvelle mise à jour de Snapchat, l'application met en avant les stories des comptes populaires et par contre, ta famille, tes amis, tu ne les vois plus dans les stories. C'est ça que je parlais. Le Mali, les organisations humanitaires veulent mobiliser 263 millions de dollars. Pour en faire quoi concrètement? Et ce fonds servira à venir en aide aux populations les plus vulnérables, a annoncé le jeudi dernier le secrétaire général du ministère malien de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Cette nouvelle levée de fonds entre dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2018, réunissant autour de l'État malien environ 41 organisations humanitaires. La somme collectée devra servir à financer entre autres près de 122 projets de nutrition, d'éducation, de sécurité alimentaire, de construction d'infrastructures sanitaires. Merci beaucoup Adonis. Bon, c'est moi. Ça fait un plaisir. Basé. Si vous regardez votre montre ou votre horloge, si vous êtes à la maison, vous verrez qu'il est 19h45. C'est l'heure pour nous de suivre le journal. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, les titres de cette édition. Une date, un événement, il y a 28 ans, ce jour, les forces vives du Bénin étaient en conférence nationale à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. On s'en souvient encore, retour sur les images dans un instant. On se propose de vous parler du goussi, cette variante du sésame utilisée dans la préparation des différentes sauces est aujourd'hui rare sur les étalages. La culture tend à disparaître. Pour quelles raisons? Vous en saurez davantage au cours de cette édition. Les climatiseurs ennemis du pouvoir d'achat, son utilisation serait la cause des factures salées d'électricité. Pourtant, un bon choix du climatiseur à l'achat peut réduire la consommation en énergie. 19
février 1990, date mémorable pour les Béninois. Il y a 28 ans aujourd'hui qu'ils se sont donné rendez-vous à l'hôtel PLM Alejo pour échanger sur l'avenir de leur pays. L'économie était paralysée, le pays au bord d'une crise sociopolitique sans pareil. Mathieu Kérékou, président de la République à l'époque, a eu l'idée de convier les forces vives de la nation à une conférence nationale qui donna de nouvelles orientations à la gestion du pays. Alain Dosiovo nous fait ici un rappel historique de ce moment palpitant. À partir de 19h, si on va des attroupements, on va ouvrir le feu. Il faut leur dire. Nous étions en 1989. La République populaire du Bénin était en crise. Le gouvernement du général Mathieu Kérékou faisait face à une fronde sociale jamais connue par le régime révolutionnaire. Et pour cause, les signaux de l'économie nationale étaient au rouge. Une situation économique et financière catastrophique. Conséquence, plusieurs mois d'arriérés de salaire aux fonctionnaires, de pensions aux retraités et de bourses aux étudiants. Le programme d'ajustement structurel, PASS, n'a pas réussi à soulager le trésor public. Le Bénin est un État souverain. Il y a un gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui est sorti. Moi, je ne veux plus voir une voiture avec le feu. Débrouillez-vous. Face à la pression de la rue et celle des bailleurs de fonds ainsi que de la communauté internationale, le président Mathieu Kérékou annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau politique du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, l'abandon du parti unique, l'idéologie marxiste-léniniste et l'organisation pour le premier trimestre de l'année suivante d'une conférence nationale. Décision du deuxième congrès national ordinaire du Parti de la Révolution populaire du Bénin, prêt pour la révolution, la lutte continue. Nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Une rencontre qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Le comité préparatoire de ces assises, présidé par Maître Robert Dossou, a fixé pour le lundi 19 février 1990 l'ouverture des travaux de la dite conférence à l'hôtel PLM Alejo. Nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Ils étaient 493 délégués conviés à ce rendez-vous historique. Mathieu Kérékou pressentait déjà dès le premier jour que les travaux de la conférence nationale allaient déboucher sur quelque chose d'inédit. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces libres de la nation qui, à animé d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Monseigneur Isidore de Souza eut la lourde responsabilité de diriger le présidium de la conférence, tâche qu'il assuma avec beaucoup de doigté. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ces flots. Pendant 10 jours, les Béninois ont pansé les plaies dont souffre leur pays. La conférence suspend la Constitution de 1977 et confie à une commission de juristes le soin d'en rédiger une nouvelle. Une constitution qui sera soumise au référendum le 11 décembre 1990. Mathieu Kérékou est maintenu à son poste de président de la République, mais perd la plupart de ses prérogatives et attributions. Des institutions de transition sont mises en place. Il s'agit de la création d'un poste de Premier ministre confié à l'administrateur des Finances, Nicéphore Dieudonné Soglo, et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République, ACR, présidé par Monseigneur Isidore de Souza. Du 19 au 28 février 1990, la conférence nationale a pris des décisions importantes pour l'avenir du pays, mettant ainsi un terme à 17 ans du régime du général Mathieu Kérékou. Elle a ainsi ouvert la voie à un nouveau système politique, celui de la démocratie.
Les climatiseurs ont la réputation de consommer beaucoup d'électricité. Avant de vous équiper avec cet appareil presque indispensable dans les bureaux, voire dans vos maisons, il est nécessaire de faire un bon choix à l'achat en tenant compte de ses besoins. Comment réduire ces factures, souvent salées? Nous vous proposons de suivre quelques-uns de ces conseils à travers ce reportage. L'utilisation des climatiseurs représente environ 70% des factures d'électricité, selon un rapport des spécialistes en énergie effectué en Afrique subsaharienne dans les bâtiments de nouvelle génération. Pour réduire donc les factures d'électricité, il faut maîtriser les bons gestes qui permettent une utilisation économe de l'énergie. Tout commence par l'achat du climatiseur. Un climatiseur efficace n'est pas lié à la marque. Il y a d'abord ce qu'on appelle la classe énergétique du climatiseur. Alors la classe, il y en a plusieurs, il y a les classes A, B, C, D. Et parmi les A, il y a les A+, il y a les A++. Aujourd'hui, déjà un climatiseur A+, est déjà un climatiseur efficace. Après cela, il y a ce que nous appelons le coefficient de performance énergétique. Pour par exemple les splits, il faut être supérieur à 3. Quand c'est supérieur à 3, ça veut dire que c'est un climatiseur efficace. Il y a ce que nous appelons la puissance frigorifique. La puissance frigorifique, pour les splits, il faut par exemple être supérieur à 3,6 et être inférieur à 6. Une bonne installation du climatiseur peut également réduire sa consommation en énergie. Déjà, il faut éviter d'installer les condenseurs au soleil. Vous voyez partout à Cotonou, quand on envoie les condenseurs sous le toit des bâtiments exposés aux rayons solaires, c'est grave. Vous voyez, vous consommez plus d'énergie qu'il n'en faut. Également, la distance entre le condenseur et les vapeurs qu'il y a à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être supérieure à 7 mètres. Certains bons gestes sont à observer. Et il y a ce que nous appelons la température de consigne. En Afrique subsaharienne, les normes recommandent d'être autour de 24 degrés. Vous allez que dans beaucoup de bâtiments tertiaires, on met des températures de 18 degrés, de 16 degrés. Non, ce n'est pas du tout bien. Si vous allumez votre climatiseur et que vous ouvrez les portes de vos bureaux ou vos fenêtres, c'est que vous consommez plus qu'il n'en faut. L'architecte a également un rôle à jouer dans la conception du bâtiment pour réduire les factures d'électricité. Pour ce faire, il faut déjà une bonne isolation thermique. C'est une denrée que l'on utilise souvent dans la préparation des sauces. Le goussi, variante du sésame, est aujourd'hui en perte de valeur. Difficile de nos jours de trouver les graines originelles de ce produit dans nos marchés. Pourquoi cette disparition du goussi? Suivons ce reportage de Rodrigue Bonloumé et de Rodrigue Babagweto, présenté par Yasmine Damata. Ce qui me pousse à délaisser la vente du goussi, c'est la disparition de sa forme originelle. Comme Dame Marie, elles sont nombreuses à vouloir délaisser la vente du goussi. Sur la plupart des étalages dans les marchés, rares sont celles qui disposent des graines de cette denrée. Les clients préfèrent plus le goussi moulu. Nous vendons 3 sachets à 250 francs. Le goussi, on nous l'amène de Kétou, Abomey et autres régions encore. Certaines personnes vendent le goussi à Tokpa en y ajoutant de la farine pour pouvoir tirer bénéfice. Mais ce n'est pas bien. Cette année, j'ai eu une grosse perte dans la vente du goussi. Du fait de la rareté du goussi original, les clients n'affluent plus. Du coup, je vends le goussi moulu. Le goussi est une variété de sésame. Il est récolté 2 fois par an dans les régions les plus humides du pays. Seul le nord du Bénin en possède en grande quantité et de bonne qualité. Le goussi est en voie de disparition parce que beaucoup de producteurs ne se donnent plus à la production du goussi. Les consommateurs du goussi, les gens n'en consomment plus beaucoup. Si on vient vers le sud ici où la mondialisation a gagné le pas, donc beaucoup ne se donnent plus à sa consommation. Mais au nord, au centre du pays, beaucoup consomment toujours le goussi. Mais si on doit parler du non-attachement à la production du goussi, c'est surtout à cause aussi des terres cultivables. Les gens préfèrent aujourd'hui ce qui va donner beaucoup d'argent et ce qui se vend déjà. Donc par exemple le maïs, le sorgho et tout. Et pourtant, le goussi ferait un bon complément nutritionnel.
Non seulement riche en amidon, il dispose également de 44% de lipides et 33% de protéines. Raison pour laquelle les pays tels que le Sénégal, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali ont augmenté les surfaces de production au cours de l'année 2017. Le goussi, c'est vraiment une culture que nous ne devons pas laisser. L'État peut déjà organiser le marché, vulgariser et donner les intérêts de cette culture aux producteurs. Leur montrer que vraiment cette culture a d'importance et que s'ils produisent, on peut écouler. Donc si l'État arrive à régler ces deux problèmes, je suis sûr que les producteurs vont reprendre la production du goussi. Des conseils à capitaliser pour une bonne production de cette cucurbitacée. C'est une tradition autrichienne vieille de centenaires. Tango, valse, rumba, boogie, tels sont les différents rythmes qui font vibrer les bals viennois. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les bals viennois sont de réelles occasions pour plusieurs entreprises de gonfler leur chiffre d'affaires. Commenté sur image, Rodrigue Babagüetor et Ulvaeus Balogun d'après les sources de l'AFP. Qu'il s'agisse de se procurer un partenaire de danse, un cours express de valse ou de distribuer des cadeaux publicitaires, les célèbres bals viennois, dont la saison se tient chaque année en janvier et février, perpétuent une tradition et dans le même temps offrent des opportunités d'affaires. Pour nous, la culture des bals de Vienne est tout simplement unique en son genre. Nous y allons pour danser, c'est marrant, on s'amuse. Qu'il s'agisse de se procurer un partenaire de danse, un cours express de valse ou de distribuer des cadeaux publicitaires, les célèbres bals viennois, dont la saison se tient chaque année en janvier et février, perpétuent une tradition et dans le même temps offrent des opportunités d'affaires. Pour nous, la culture des bals de Vienne est tout simplement unique en son genre. Nous y allons pour danser, c'est marrant, on s'amuse. Nous dansons aussi longtemps que les pieds nous le permettent. Quand nos pieds nous font mal, nous rentrons à la maison. Si on n'arrive plus à danser, alors nous rentrons chez nous. Les quelques 450 bals organisés cet hiver dans la capitale autrichienne devraient attirer plus de 500 000 convives. La saison record attendue cette année permet à la Chambre de commerce de tabler sur 139 millions d'euros de dépenses de la part des convives, soit un peu plus de 92 milliards de francs CFA. Un montant en hausse de 6 milliards par rapport à l'an dernier, soit un peu plus de 180 000 francs CFA en moyenne par balle et par personne. Car chaque balle a un ticket d'entrée dont le coût s'envole en fonction du prestige. Die großen Bälle sind natürlich gutes Geschäft geworden, aber es gibt sehr viele kleine Bälle. Es gibt sehr viele Bälle. Les bals les plus prestigieux sont bien sûr devenus de bonnes affaires commerciales. Mais il y a beaucoup de bals plus petits, comme par exemple ceux d'écoles, ceux de corporations, pas métier, par exemple, la couture, le bal de la corporation des couturiers. Parallèlement, des milliers de travailleurs vivent aussi de ce secteur d'activité prospère dans l'hôtellerie, la gastronomie, la confection de smoking et de robes de bal, les salons de coiffure, le commerce des fleurs, les orchestres de danse de salon. Un nouveau métier est même de plus en plus en vogue, celui de taxi-danseur, accompagnateur professionnel d'amatrices de bal en mal de cavalier. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. On vous souhaite de passer une très belle soirée chez vous. C'est donc le 19h45. Alors, retour sur cette table avec les invités. Reste à découvrir. Donc là, c'est un rappel. Rapidement, le monde agricole aujourd'hui, on parle de la gestion de l'eau. Thierry Kodjo est l'invité de Estelle Pazou. Il est climatologue. Il sera ici tout à l'heure. Mais avant, ce sera M. Biaou Sabi, qui est le SG du syndicat des garagistes. Il sera reçu par Amandine Anyamboussou et ensemble, ils vont nous parler donc dans Nature et Bien-être de la gestion des huiles de vidange. On va donc découvrir la rubrique Nature et Bien-être.
Avant de les faire venir autour de cette table, je vais vous inviter, chers amis, à regarder ce reportage de Christelle sur la gestion des huiles de vidange. Parmi les déchets toxiques, elle figure en première loge. L'huile de vidange ou l'huile usagée serait un danger pour la planète. Après utilisation, elle est souvent déversée dans la nature avec ses lots de conséquences. Ça permet de chasser aussi les fourmis maillants. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Nous, on a des tonneaux et on les renverse dedans. Si nous on renverse là, mais certains viennent chercher ça. Ceux qui font les pavés, là, les briques pavées, et ceux qui utilisent les moulins à maïs. L'huile de vidange, c'est de l'huile déjà utilisée et on la jette dans la nature. Et quand on les jette où? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Souvent, les gens les vident dans les caniveaux. Et quand on les vide dans les caniveaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières. Et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer. Au Bénin, la quantité d'huile vidangée le mois est en moyenne de 2 millions de litres, soit 24 millions de litres d'huile à moteur par an, selon les récentes statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Au vu de ces données, la solution va résider dans le recyclage des huiles de vidange. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Le recyclage, oui, mais en amont, la solution est d'opter pour des véhicules électriques. Christelle Tongodo, merci beaucoup pour ce reportage. Alors, monsieur, vous êtes le SG du syndicat national des garagistes et professionnels de l'automobile. C'est bien ça, bonsoir. Oui, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver ici pour quelques 10 à 12 minutes d'échange. Et ça va se faire avec Amandine Anyambosu, très souriante. En tout cas, pour un lundi, ça fait du bien. Bonsoir, bonsoir Amandine. à vous, Karamat Agbataou, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, vous avez fait venir un garagiste qui a certainement une solution, n'est-ce pas, quant à la gestion des huiles de vidange. Et c'est exact, Karma Tagbata. Il faut dire que les huiles de vidange usagées sont des déchets dangereux. Elles sont la première cause de pollution de l'eau dans les grandes villes. Et comment ces déchets spéciaux sont gérés et quels sont leurs impacts sur l'environnement, voilà un peu ce dont on va parler cette semaine. Mais pour mieux comprendre le sujet, il était nécessaire de donner la parole à ceux-là même qui manipulent ces huiles, d'où ce qui justifie la présence sur ce plateau au blouson Monsieur bleu, Sabi c'est ça. Biao. Oui, il a tenu à porter son blouson parce qu'il dit qu'il veut parler de quelque chose de technique, donc c'est pas la peine d'être en veste et cravate et tout. Donc bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allez, je vous laisse avec Amandine. Oui, dites-nous déjà, monsieur Sabi Biao, qu'est-ce qu'on appelle huile de vidange? Bon, d'abord, pourquoi on fait la vidange? Et c'est quoi l'huile de vidange? L'huile de vidange, d'abord, c'est cette huile, disons, ce produit issu du pétrole et parfois, disons, des compositions qu'on appelle aujourd'hui des huiles synthétiques qui permettent d'assurer les fonctions de lubrification, de protection des pièces contre l'usure, de nettoyage des pièces et de refroidissement du moteur. Ça participe à ça. Donc, au cours du fonctionnement, ces huiles se retrouvent chargées d'impuretés et elles se dégradent aussi généralement. Donc, quand elles finissent leur cycle, dans le cadre de l'entretien périodique de la voiture ou bien du moteur, il est conseillé de vider cette huile. Et donc, cette huile, ça devient? Oui, avant d'aller là, d'abord, quand vous prenez l'huile vidange, l'huile même elle-même, qui n'est pas encore entrée dans un moteur, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Quand elle d'abord n'est pas bonne, on conseille même, on évite que ça touche la peau
parce qu'il y a des éléments chimiques dedans qui ne sont pas très bien. Mais en dehors de ça, lorsque le moteur fonctionne avec cette huile, il y a des dispositifs, par exemple, comme le recyclage, disons, de la vapeur du carter, du moteur, on appelle ça le reniflage, le moteur ne reste plus par là. Il y a aujourd'hui certains dispositifs, par exemple, comme le recyclage des gaz d'échappement, qui participent encore à charger cette huile. Donc, qui n'était pas déjà bien. Donc, cette huile qui sort encore est très dangereuse. Vous imaginez, par exemple, certaines huiles vidangées sont utilisées, par exemple, pour lutter contre pour traiter, par exemple, le bois. Et là, on dit quand c'est l'huile qui provient des moteurs diesel, c'est beaucoup plus efficace. C'est pour expliquer un peu... Pour traiter le bois. Oui. Dans le sens de protéger, éviter que les fourmis, en tout cas les insectes qui attaquent le bois, par exemple, puissent attaquer. C'est pour vous faire comprendre un peu le degré de toxicité, disons, de ces huiles-là que nous vivons. Et en moyenne, combien d'huile vous manipulez, par exemple, par jour? Bon, quand vous faites la vidange, la quantité, il faut dire que si nous devons aujourd'hui parler de la quantité, et ce serait plus simple si on maîtrisait le flux, disons, au niveau des vendeurs d'huile, de voir quelle quantité ils importent et quelle quantité ils vendent, par exemple, en moyenne par mois, par an. Ça peut expliquer la quantité d'huile. Mais au niveau de votre garage, par jour, au niveau du garage, quand vous finissez le soir, vous fermez, vous avez quelle quantité d'huile usagée déjà? Vous recueillez cela dans un tonneau. Vous allez voir, la question de l'huile de vidange aujourd'hui et son traitement, je pense que c'est un problème crucial pour tous les garages. Parce que ça participe d'abord à dégrader l'environnement immédiat. Lorsque les huiles de vidange ne sont pas bien conservées et que ça coule. Même le sol. Oui, et quand vous voyez ceux qui versent les huiles de vidange à même le sol, prenez un peu leur environnement immédiat, regardez eux-mêmes comment ils sont. Ça pose vraiment un problème. Et c'est là où moi je pense que si cette émission pouvait participer à l'éducation, information et communication, comme on le dit par rapport au sujet, je pense que ça va vraiment nous aider. Bon, donc la quantité d'huile qu'on vidange dans un garage, ça varie, disons, des types, disons, de véhicules que nous recevons. Alors pour il y a pour 4 litres, 5, je crois. 4 à 5 litres. Oui, 4 à 5 litres, rarement inférieur à 3 litres. Sinon, c'est 4 à 5 litres. Il y en a, selon la cylindrée du moteur, il y a certains véhicules qui ont l'air petits, mais qui consomment beaucoup qui prennent beaucoup d'huile. Bon, maintenant, la quantité d'huile vidangée dépend. D'abord, ça nous permet aussi de faire déjà un diagnostic. Donc, vous pouvez mettre 5 litres dedans et ressortir peut-être 2 litres et demi, ou bien 2 litres, ou bien parfois même ça finit dedans, le moteur coule. Donc, il y a une perte aussi qui se fait à travers, disons, l'âge du moteur. Quand vous voyez par exemple certains véhicules qui sont en train de fumer, qui sortent beaucoup de fumée, c'est que c'est l'huile qui participe aussi à la combustion et qui fait diminuer l'huile. Maintenant, dites-nous, ça nous intéresse beaucoup. Où est-ce que vous allez déverser toutes ces huiles-là? Bon, déverser l'huile dépend de l'organisation de chaque atelier. Déjà au niveau de votre garage. Parce qu'au niveau de mon garage, par exemple, lorsque je peux parler au nom des garagistes qui sont affiliés à notre syndicat, qui sont les membres du syndicat, je dirais que grâce aux différentes formations que nous avons eues par le passé et en partenariat avec le ministère du cadre de vie, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui ont fait, par exemple, que beaucoup de collègues savent désormais qu'ils doivent récupérer leur huile dans des tonneaux et maintenant donner aux personnes indiquées. Et c'est qui ces personnes indiquées? Les personnes indiquées, il y a aujourd'hui des ONG, il y a des structures de collecte qui collectent ces huiles et qui les utilisent. Je prends par exemple le cas de Onibolo, par exemple la société de cimenterie d'Onibolo. L'huile en question est utilisée là. Ils font brûler du calcaire, en tout cas. Ce n'est pas jeté dans la nature chez eux, mais ils l'utilisent pour produire du ciment. Ah bon? Oui, parce que c'est un très bon produit pour la combustion. Ça fait un bon recyclage. Ça fait un bon recyclage. Un bon recyclage, oui. Mais dans le reportage qu'on vient de suivre, il y a quelqu'un qui disait que les bonnes dames viennent chercher ces huiles. Qu'est-ce qu'elles en font? Oui, il faut avouer que dans certains milieux, moi, je peux vous dire par exemple que de par la nature, la qualité, disons, de l'huile que nous utilisons, par exemple, dans notre garage, il y en a qui prennent ça et ils ajoutent encore
quelques 2 litres d'huile. Ne me dites pas que c'est pour retourner sur le marché. Certains le font. Certains le font. Ça, je ne vous cache pas. Non, ils ne gâtent pas le moteur, ils constatent. Mais il y a aujourd'hui sur le plan mondial, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, le recyclage de ces huiles-là aussi qui s'effectue. Seulement qu'il faut que les gens soient honnêtes pour marquer sur l'étiquette, attention, ces huiles sont des huiles recyclées. Et maintenant, la périodicité pour faire la prochaine vidange, c'est ça qu'il faut respecter. Alors, dites-nous exactement, je reviens sur cette question, quand les femmes viennent chercher ces huiles, elles en font quoi? Bon, les femmes qui viennent chercher ces huiles, c'est pour aller commercialiser. Elles vont commercialiser. Il y a ceux qui font le milieu qui utilisent. Il y a certains qui utilisent ça, par exemple, dans le génie civil. Oui. Et par exemple, ils passent sur les panneaux, des trucs pour que le ciment ne se colle pas. Il y a plein d'utilisations que les gens font. Mais ce qui est conseillé, c'est vraiment de s'abonner aux structures de collecte qui viennent enlever ces huiles-là sans vous donner de l'argent. Mais justement, vous êtes quand même un porte-parole hein, du personnel, des garagistes. Quel travail vous faites déjà pour sensibiliser les vôtres? Non, on ne peut pas vous dire ici tout ce qu'on fait. Non, dites-nous, vous pouvez partager. Je vous le dis, ceux qui sont en contact avec nous déjà, qui sont membres de notre syndicat, vous ne le verrez pas avec ces gens de pratique. Mais ceux qui ne font pas partie de ce syndicat et ont toujours mais aujourd'hui, ils ont l'opportunité, au moins à travers vous, d'entendre que ce n'est pas bien. Ah mais est-ce qu'on a oublié de faire partie de votre syndicat pour avoir accès à l'information? Oui, mais ça a un coût. La formation, la sensibilisation, tout ça, ça a un coût. Donc, quand vous faites une formation, par exemple, sur un sujet, sur les renforcements de capacités techniques, par exemple, vous profitez pour faire développer l'esprit associatif, vous profitez de ça pour faire la sensibilisation, tout genre. Et je prends par exemple le ministère du cadre de vie. Dans le cadre de la lutte contre la pollution, tous les garages, par exemple, conventionnés, et ça fait partie des critères. On doit vérifier l'imperméabilité du sol. Parce que lorsque le sol est perméable, c'est facile que l'huile de vidange aille. Alors que le gros problème qui se pose aujourd'hui dans notre secteur, c'est le problème d'installation. Lorsque les mécaniciens sont beaucoup plus ceux-là qui ferment les bas-fonds pour beaucoup de gens et qui sont les premiers à s'installer, c'est dommage que le temps ne permette pas vraiment de faire... Vous allez revenir, ne vous en faites pas. Amandine Anyambossou, je sais qu'il y a un intervenant dans le reportage qui a dit, voilà, il y a ces huiles-là qui atterrissent dans les eaux. Et là, moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis avec les agriculteurs, les éleveurs. Ça ne fait pas bon ménage, ça, ces huiles avec les alevins, les poissons. On n'aura plus rien à manger après, hein. Non, ça c'est une vérité. Il suffit, même si on doit rentrer dans le cadre de l'automobile, je pense qu'il y a du travail à faire. Voilà. Parce que quand vous prenez même une épave de véhicule, c'est un déchet dangereux. Oui. Les rejets de l'échappement, c'est dangereux. Et il nous appartient par exemple de travailler pour minimiser les rejets, disons, de l'échappement. Les comportements, quand on parle de l'huile de vidange, ce n'est pas seulement pour le moteur. On vidange le système de freinage, on vidange les boîtes automatiques, il y a les huiles pour la suspension, les boîtes manuelles et tout. Donc tout ça fait partie. Donc ce n'est qu'une petite partie que vous avez abordée. Maintenant, selon vous, pour régler ce problème causé à l'environnement par les huiles de vidange usagées, quelle est la norme normalement? Qu'est-ce que quelqu'un qui possède un garage, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas polluer l'environnement? Les précautions à prendre pour ne pas polluer. D'abord, il faut d'abord assainir son cadre. Lorsque le cadre est vraiment bien assaini, on sent soi-même tout de suite que l'huile de vidange a un danger pour soi au niveau de l'atelier. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les apprentis parfois qui sont tout sales, parce que c'est eux-mêmes, par mauvaise manipulation, font verser l'huile par terre et après c'est... Ah, mais c'est-à-dire on peut être mécanicien sans être noir, hein? Non, on n'a pas besoin d'être noir. Chez nous, c'est le problème d'abord d'infrastructure, le problème d'équipement qui se pose. Sinon, quand vous prenez par exemple une station de service, et à la Sonacop par exemple, ou dans des garages dits modernes, vous avez une fosse où on fait rentrer le véhicule, on n'est pas obligé de se coucher. Vous avez un élévateur avec lequel on soulève le véhicule pour travailler. Donc, mécanicien n'est pas synonyme de celui qui embrasse le sol tout le temps. Parce qu'on a cru tout le temps nourrir, enfin, je ne sais pas, quand on voit un mécanicien, il est tout noir. Et ça va évoluer, ça va changer.
Et ça commençait déjà par changer. Vous allez constater que de temps en temps, les véhicules sont beaucoup plus modernes. Oui. Tout au début, quand moi je commençais ma carrière, et on faisait les vidanges pratiquement tous les 2500 km. Bon, aujourd'hui, nous avons des huiles qui nous amènent déjà à faire 5000 km. Il y en a qui vont, des huiles longues qui vont au-delà de 5000 km. Ça participe à régler le problème. Vous imaginez, au lieu de 2500 km, si c'est tous les 5000 km, le volume de l'huile de vidange qu'on aurait sous les bras. Monsieur Sabi, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous allez revenir. Amandine Namosou, je vous laisse le temps de conclure avec lui. On va le programmer une autre fois. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je sais que vous n'avez pas le temps, donc c'est apprécier le geste. Merci beaucoup. À vous que je dis merci pour l'invitation. C'est la chaîne de développement, c'est aussi ça le développement. Amandine Namosou, merci. Ça fait un plaisir de vous avoir eu encore aujourd'hui. On va se retrouver, je crois, mercredi. Oui. Voilà, et mercredi, vous nous réservez quoi? Est-ce qu'on peut savoir? On va parler maintenant avec un spécialiste en environnement des impacts de ces huiles usagées sur l'environnement. Merci beaucoup. Vous adorez l'environnement. On a besoin de l'environnement pour bien vivre et pour mener nos actions. Et sur BB24, nos actions se dirigent alors vers vous qui êtes entrepreneur, vers vous qui rêvez grand pour votre pays. Merci beaucoup à M. Sami Biao, qui est donc le SG, le syndicat, le secrétaire général du syndicat national des garagistes et professionnels de l'automobile. Voilà. Nous allons installer à présent le dernier plateau et ça, c'est le monde agricole. Estelle Pazou se prépare. Estelle Pazou viendra s'installer ici avec un climatologue qui répond au nom de Thierry Kodjo. Avec son invité, on en saura un peu plus sur la gestion de l'eau. Mais avant, on regarde ce reportage de Gestonia. Voilà, d'Estonia, c'est bien ça. On y va. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayons d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche. Tel que la laitue, il faut arroser 3-4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. C'était un reportage de Destonia Bigo avec la pause, le commentaire, la voix donc, de Estelle Pazou qui est déjà sur ce plateau. Estelle Pazou. Bonsoir Karamata. Quoi bon? Je parle un peu le fond là. Quoi bon? Très bien. Alors en face de vous, c'est bien Monsieur Thierry Kodjo. Thierry Kodjo. Il est donc spécialiste des aménagements hydro-agricoles.
Vous allez nous parler tout à l'heure de la gestion de l'eau. Pour ce que je sais que c'est une tâche fastidieuse, en tout cas, pour les entrepreneurs agricoles, sur qui travaillent vraiment la terre. Et pour exemple, la laitue, il faut l'arroser 3 à 4 fois par jour. C'est toujours pas évident. Il faut avoir les méthodes, il faut avoir ce qu'il faut. Estelle Pazou. Alors, Karamat, merci. Vous avez déjà très bien planté les décors. Alors, la première question que je vais poser à M. Thierry Kojo, quelle est la place de l'eau dans les activités agricoles? Merci beaucoup, Mme Pazou. Je voudrais dire que l'eau occupe une place centrale dans les activités agricoles. Sans eau, il n'y a pas d'activité agricole. Quelles que soient les formes d'agriculture possibles que vous voulez faire, vous avez forcément besoin d'eau. Que ce soit l'agriculture au sol, ou l'agriculture fait sur le sol, quel que soit le type d'agriculture, vous avez forcément besoin d'eau. Donc l'eau occupe une place prépondérante dans toutes les activités agricoles. Et alors, quelles sont les saisons que nous avons chez nous au Bénin? Ça dépend de là où on se situe. Vous savez, quand vous quittez Cotonou pour Malanville, de Cotonou à la latitude de Dassa, vous avez une forme de climat. Pour parler terre à terre, je ne vais pas rentrer dans les thèmes techniques pour embrouiller les téléspectateurs. Mais quand vous dépassez la latitude de Savet déjà, vous rentrez dans une autre forme de climat. De Cotonou à Dassa, on a 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches par an. Ça veut dire que de Cotonou jusqu'à la latitude de Dassa, nous avons la possibilité d'avoir 2 saisons agricoles par an. Parce que les saisons agricoles sont arrimées aux saisons pluviométriques. Mais lorsque nous sommes au-delà de Savet, nous rentrons dans le septentrion proprement parlé. Et là, nous avons une seule saison des pluies qui dure entre 5 et 6 mois. Et tout le reste du temps, c'est la saison sèche. C'est ce qui fait qu'à partir d'un certain moment de l'année, ceux qui sont dans le nord, souvent les gens qui sont les éleveurs, sont obligés de descendre pendant la période sèche chez eux, pendant la saison sèche, où il n'y a pas d'herbe à brouter par le bétail. Ils sont obligés de descendre vers le sud, ce qui crée l'un des phénomènes déjà... La transhumance. Oui, voilà, la transhumance, avec tout ce que ça a comme dégâts ici. Et est-ce que les différentes saisons de pluie que nous avons, est-ce qu'elles conviennent à l'agriculture? La question n'est pas de voir si les différentes saisons que nous avons conviennent à l'agriculture. C'est plutôt de voir quelle forme d'agriculture, quel type d'agriculture nous pouvons pratiquer au regard des saisons dont nous disposons. Parce que nous ne pouvons pas adapter donc, au changement. Absolument. Les changements ne peuvent pas s'adapter à ce que nous faisons. Non, on ne parle pas encore de changement. Nous nous adaptons à la réalité. Parce que la réalité, c'est que nous avons 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches au sud ici, une saison pluvieuse et une saison sèche au nord. Okay? Donc, nous devons nous adapter à la réalité. Okay? Sur cette base, vous allez voir que toutes les activités agricoles, tous les calendriers agricoles sont calés sur les saisons pluvieuses. Quand nous, on est au sud ici, où la première saison pluvieuse, la grande, démarre autour du 15 mars. C'est début mars que les activités agricoles démarrent. Vous comprenez? Et la petite saison agricole qui intervient entre septembre ou fin août et novembre, il y a une autre saison agricole là. Donc, ceux qui sont au sud font 2 saisons agricoles, mais ceux qui sont au nord sont obligés d'en faire une seule saison. Voilà. Et donc, ça revient, comme vous le dites si bien, aux agriculteurs, sinon aux producteurs de s'adapter. Absolument, aux réalités climatologiques, pour ainsi dire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réduire les vulnérabilités de l'agriculture aux aléas météo? D'abord, il faut qu'on identifie les aléas météo dont vous parlez. Les aléas météorologiques les plus prononcés en agriculture, les plus fréquents en agriculture sont... Les plus redoutables. Les plus redoutables, pourquoi pas, en agriculture sont surtout le stress hydrique, le manque d'eau aux cultures ou l'inondation des exploitations agricoles. Quand il y en a trop, c'est un problème. Quand il y en a pas, c'est un problème. Mais quand il y en a trop aussi, c'est un problème. Quand il n'y en a pas, la plante n'a pas assez d'eau pour sa croissance et pour son développement. Ça entraîne la baisse des rendements agricoles. Mais quand il y en a de trop, ça crée les pertes agricoles. Voilà des champs où le maïs a bien poussé, ça a bien donné. Le paysan attend que le maïs commence par sécher avant d'aller faire la récolte. Mais on assiste à une grande pluie. Il pleut beaucoup en un temps réduit, en un temps record, et on assiste à l'inondation des exploitations. Donc ça détruit les exploitations agricoles. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
pour le premier aléa, à savoir le stress hydrique, c'est qu'il faut avoir des retenues d'eau. Dans le reportage tout à l'heure, on a montré les puits et les forages que les maraîchers font, que les maraîchers creusent, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir de la ressource en eau disponible à plein temps pour arroser leurs exploitations. Donc, il y a la possibilité d'avoir des retenues d'eau ou faire des forages pour stocker de l'eau à utiliser pendant les périodes de manque. Maintenant, pour le cas où on assiste à des surplus d'eau, à des inondations des exploitations, il faut plutôt effrayer un chemin à l'eau. On va vous parler de drains pour pouvoir permettre au surplus d'eau de quitter les exploitations agricoles pour aller vers les cours d'eau ou de collecteurs principaux. C'est-à-dire que les drains sont des rigoles de dimension comprise entre 60 et 1 mètre, de largeur et de 60 à 1 mètre aussi de profondeur, qui sont destinés à faire évacuer l'eau des exploitations agricoles vers les collecteurs principaux qui sont de dimension beaucoup plus grande, qui drainent maintenant les ressources en eau supplémentaires vers les cours d'eau. Mais qu'est-ce qui est mieux pour un producteur, par exemple, quand il y a excès, quand il y a crue, est-ce qu'il doit évacuer le surplus d'eau vers un plan d'eau ou bien essayer de recueillir cette eau-là sur son exploitation pour en faire usage après? Ça dépend de là où le producteur se situe. Si le producteur est situé quelque part où un plan d'eau n'est pas proche, un plan ou un cours d'eau n'est pas proche, c'est mieux pour lui de travailler à stocker ses ressources en eau là, quitte à les exploiter plus tard. Seulement, on assiste à un fait, c'est que les producteurs ne prévoient pas toujours ou même jamais, ils ne prévoient jamais des réservoirs de stockage de ressources d'eau, des retenues, pour que lorsqu'il y aura surplus, cette ressource en eau qui va bientôt manquer puisse être stockée dans ces réservoirs-là pour être utilisée plus tard. Mais nous avons, je vous disais tout à l'heure que ça dépend de là où se situe le producteur. Ceux qui sont à Wihop, par exemple, ont la chance qu'on est à Cotonou. Cotonou, la nappe phréatique affleure le sol. Il y a des endroits où, quand vous creusez déjà 50 cm, il y a déjà vous l'eau. trouvez déjà de l'eau. Là, tout à l'heure dans le reportage, c'est que vous voyez l'eau est là. On a comme l'impression que c'est affleure le sol. Donc, les producteurs qui sont dans cette zone-là ont la possibilité de creuser et d'avoir facilement de l'eau. Seulement, il y a des risques, parce que là, c'est déjà de la nappe phréatique qui affleure le sol. Donc, il y a les risques de contamination de la nappe phréatique. Si jamais ils manipulent mal les pesticides ou les substances synthétiques, les substances de synthèse qu'ils utilisent pour fertiliser le sol, et que ces substances vont au contact de la nappe phréatique, c'est des catastrophes sanitaires qui peuvent survenir dans les rayons où ils travaillent. Donc, il y a des précautions à prendre pour ne pas polluer la nappe phréatique. Parce que lorsque la nappe phréatique est polluée, c'est difficile de retourner ou quasiment impossible de retourner à la normale. Donc, il y a des précautions à prendre pour ne pas polluer la nappe phréatique. Et quelles sont ces précautions? Oui, les précautions, c'est qu'il faut tout faire pour que les polluants, les fertilisants synthétiques n'aillent pas au contact de la nappe phréatique. Et je sais que là les précautions ne sont pas prises. Parce que tel que c'est, s'il pleut, c'est que sous l'effet du ruissellement, certains fertilisants qui sont utilisés pour les productions risquent d'être drainés des planchettes ou des planches qu'ils ont faites pour les feuilles de laitue ou pour les cultures maraîchères vers les forages ou les puits qu'ils ont creusés. Parce que c'est des puits qui ne sont pas protégés, c'est des puits à ciel ouvert, c'est des puits qui sont au contact du sol. C'est pas bon. Ça devrait être tout au moins entouré par des éléments en dur pour empêcher que l'eau de ruissellement ne draine des polluants vers ces puits-là. Alors, Monsieur Kodjo, on sait que les enjeux agricoles sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, face à ces enjeux, est-ce qu'il serait superflu de mettre en place une politique pour la maîtrise de l'eau? Il y a toujours eu des projets qui démontrent qu'il y a une politique pour la maîtrise de l'eau au Bénin. Seulement que ces projets manquent quelque peu d'efficience. Souvent, ces projets sont des projets qui n'intègrent pas l'ingénierie locale, c'est-à-dire la connaissance que les producteurs eux-mêmes ont
de la maîtrise de l'eau. Et pour la plupart, sont des connaissances empiriques hein, ou qui tiennent de leurs parents. Donc des connaissances empiriques, donc des connaissances qui ressortent des réalités du terrain. Et donc, quand vous apportez un projet qui n'intègre pas l'ingénierie locale, donc qui n'intègre pas les connaissances, il est voué à l'échec. Parce que lorsque le producteur ne se sent pas impliqué, lorsque vous ne venez pas dans une dynamique d'inclusion, dans une dynamique inclusive, et que vous êtes venu, il se sent exclu, il se sent écarté. Et il ne se sent pas impliqué. Il ne se sent pas impliqué, il ne s'y met pas, donc ça échoue. Ça échoue. Les projets, il y a un projet que le laboratoire auquel j'appartiens, le LACED, est en train de rédiger aujourd'hui, après certains travaux de thèse, pour impliquer les producteurs dans la gestion des ressources en eau, dans la maîtrise des ressources en eau. C'est un projet qui va partir de l'ingénierie locale, des connaissances endogènes, de ce que les populations paysannes elles-mêmes connaissent, pour aller vers en tout cas la définition de techniques à la limite mi-moderne, mi-endogène de gestion des ressources en eau. Mais c'est toujours mieux de faire avec les réalités du terrain. Absolument. Il ne sert à rien de transporter ce qui se fait ailleurs et puis qu'on vient calquer. Voilà, nous avons toujours fait de la transplantation de technologies, ce qui n'a jamais marché. Parce que les réalités des endroits où ces technologies-là ont été conçues ne sont pas les mêmes que celles que nous avons sur place ici. Alors, monsieur, quand je vous parlais tantôt d'inondation. Ouais. Bon, vous l'avez dit, cette eau peut être utilisée après. Ouais. Alors, je propose, comme on est déjà à la fin de cet entretien... Il reviendra, c'est ça? Oui, je propose qu'on revienne mercredi parler de l'économie de l'eau. Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est intéressant, là, le rendez-vous, il est déjà pris. Il tombe plus de 13 millions de mètres cubes d'eau par an au Bénin. Qu'est-ce qu'on en fait? Point d'interrogation. Voilà. Non, mais c'est trop facile, hein, monsieur Kodjo, que de dire qu'on n'en fait rien. Il y a certainement un petit travail qui se fait, mais c'est juste qu'il faut rêver plus grand, donner les moyens qu'il faut. Je crois que c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être passé par ici. Estelle Pazou. Merci pour cette occasion. Donc, le rendez-vous est pris pour mercredi. Mercredi prochain. Ouais. OK, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Thierry Kodjo. Je rappelle aux amis téléspectateurs que vous êtes un spécialiste des aménagements hydro-agricoles. Vous étiez donc l'invité de Estelle Pazou dans le monde agricole et il s'est agi dans l'entretien de la gestion de l'eau. Monsieur Kodjo qui revient donc mercredi sur ce même plateau et on aura des échanges encore plus intéressants. Merci beaucoup à vous. Alors, avant de se quitter, chers amis, puisque vous avez compris, c'est la fin du grand rendez-vous. On va faire un retour au plateau pour vous, surtout, qui avez raté la première diffusion. Vous pensez avoir raté quelque chose dans cette émission? Eh bien, je vous reviens rapidement en vous disant que nous avons reçu ici le professeur Albert Rolonkou. Avec lui, nous avons parlé de la nationalisation des entreprises donc, et de leur impact sur l'économie. Nous sommes revenus rapidement sur les souvenirs. Vous avez compris, c'est en fonction donc de l'actualité, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 19 février. Nous avons reçu également ici monsieur Kokou Bewetou, il est juriste, il nous a informé de l'existence d'une loi qui réglemente donc la transhumance au Bénin. Il reviendra certainement demain ou du moins un autre invité pour approfondir les échanges. Était aussi sur ce plateau avec Amandine Nambossou, dans Nature et Bien-être, monsieur Biaou Sabi, il est garagiste. Nous avons parlé avec M. Sabi donc, de la gestion des huiles de vidange usagées. Et puis, à l'instant même, il vient de partir, M. Kodjo Thierry, le spécialiste des aménagements hydro-agricoles. Chers amis téléspectateurs de BB24, ça fait plaisir d'avoir partagé tout ce temps de télévision avec vous. Ravi de vous retrouver en tout cas encore demain. Je suis là, plaise à deux jusqu'à vendredi. Je tiens à remercier vraiment toute l'équipe qui s'est mobilisée, qui a travaillé pour la réalisation de cette émission. C'est la fin. On va se dire tout simplement à demain et je vous souhaite de passer une très belle soirée chez vous et en famille. À demain.